Mesdames, Messieurs, et toutes nos excuses à ce léger retard apporté à la diffusion de ce journal. Au sommaire de l'actualité, Pape Diop qui réagit après plusieurs attaques dont il fait l'objet. Le président de Bokk Gis Gis assimile ses morsures à la montée en puissance de la dite coalition. Le président du Sénat s'est prononcé lors de l'installation de leur directoire composé d'anciens ministres, à la tête Abdou Fall. Boulimie foncière à Ouakam, les populations disent non. Elles accusent l'ancien régime et sollicitent vivement des audits. Ninefja comprenait Institut national des jeunes aveugles du Sénégal. Dans ce journal, nous irons à la découverte de l'établissement confronté depuis quelque temps à des difficultés d'ordre surtout pédagogique. Et puis juste avant le portrait de ce soir, notre invité, le journaliste français Juan Gomez, l'animateur vedette de RFI et son équipe sont à Dakar. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président du Sénat monte au créneau après plusieurs attaques dont il fait l'objet plutôt concernant son enrichissement. Pape Diop justifie cela par la montée en puissance de Bokk Gis Gis, une coalition dont il est président, et s'est prononcé lors de la convention nationale de la coalition. D'anciens ministres sont dans le directoire, à la tête Abdou Fall. Compte rendu Amina Baressou et Diafaraba. La coalition Bokk Gis Gis a mis en place son directoire de campagne en vue des élections législatives. Abdou Fall, ancien ministre sous le régime de Wade, dirige le directoire. Pape Diop dresse ici les objectifs de la coalition. Constructif entre l'exécutif et le législatif. Ce dialogue donnera une chance exceptionnelle à notre pays de rééquilibrer les pouvoirs et de conduire les réformes venues d'aujourd'hui à maturité. Les élections législatives du 1er juillet marqueront un tournant décisif dans la vie politique de notre nation. Cette nouvelle page de notre histoire s'écrira avec Bokk Gis Gis. Une occasion aussi pour Pape Diop de répondre aux attaques dont il estime victime sa coalition. Il fait trembler les états-majors politiques. Et pourquoi notre coalition est la cible depuis quelques semaines d'attaques virulentes, malsaines et incongrues. Je sais que des attaques encore beaucoup plus féroces contre notre coalition sont en préparation. Mais croyez-en assurés, rien ne pourra troubler notre sérénité. Rien ne nous détournera de notre objectif qui est d'assurer le succès de nos listes le 1er juillet prochain. Pour cette législature, la tête de liste de la coalition Bokk Gis Gis compte inscrire sa politique sur un contrat intitulé Solidarité et Croissance. Boulimie foncière, les populations de Ouakam disent non à toute construction de bâtiments quelconques sur la corniche ouest. Elles ont tenu un sitting et accusent l'ancien régime d'avoir bradé ces terres qui, selon elles, sont confisquées par de hauts responsables de l'ancien régime. Un audit financier, c'est leur souhait, nous dit Nafissatou Silla Atanarba. La communauté Lébou de Ouakam est très remontée. Et pour cause, la construction de maisons et d'immeubles sur la corniche ouest et les sites environnants. Des sites ont été attribués ici. Il y a le camp des Mamelles. Aussi, il y a l'aéroport. Il y a aussi le terme sud. Il y a aussi en face des phares des Mamelles. Tous ces sites ont été attribués à des personnes. C'est un combat de légitimité. Parce que nous sommes des populations autochtones. Et il s'est avéré que cet espace a été attribué à des tiers et il n'y a aucun Wakamois qui est tributaire d'un titre. Ces terres n'ont jamais eu de titre foncier. Nous sommes les populations autochtones. Nous, les Bous, devons avoir accès à la mer. S'ils prennent tout ce littoral, comment allons-nous vivre? Qu'allons-nous devenir? Selon les habitants de Ouakam, ces bâtiments sont construits sur des sites sacrés pour les Lébous. C'est qu'en ce moment même, il y a la déclaration sur le droit des populations autochtones qui a été ratifiée au niveau des Nations Unies. Et le monde international va vers la Convention internationale des droits des populations autochtones. Donc, Ouakam peut légitimement et légalement prétendre à être vraiment propriétaire de cette emprise foncière qui est encore un lieu de culte.
Ce collectif d'habitants réclame du nouveau régime la restitution de cette bande de terre et somme le gouvernement de procéder à l'audit du foncier. Nous avons été les premières victimes de l'ancien régime au niveau spoliation du domaine public maritime à cause des enjeux du monument, etc., avec les chantiers de l'ANOCI. Aujourd'hui, ce que nous disons, très simplement, c'est d'appeler les nouvelles autorités de la République à se pencher sur cette problématique, d'autant plus que nous avons des informations. L'Union européenne est en train, avec une commission étatique, d'aller vers un audit foncier au niveau du pays. Nous aimerions vraiment qu'un audit du littoral soit mis sur la table. On parle d'audit un peu partout, nous disons audit du littoral. J'ai interpellé Macky et Abdoulaye Wade entre les deux tours. Nous avons interpellé toute la classe politique avant les candidats à la présidentielle, par courrier et par mémorandum. Aujourd'hui, les Wakamois sont décidés. Ils exigent l'arrêt immédiat de toute construction sur ce site, principalement sur la plage de Wakam. Ils souhaitent aussi l'ouverture de la route qui mène au monument de la Renaissance pour faciliter le trafic et pour le grand bonheur des riverains. Partons à présent à la découverte de l'INEFJA, l'Institut national des jeunes aveugles du Sénégal. C'est un établissement créé en 1992, objectif assurer la formation des non-voyants jusqu'au baccalauréat. Malheureusement, depuis quelque temps, l'INEFJA est confronté à plusieurs difficultés d'ordre pédagogique, entre autres. Reportage à Thiès, Fatou Bintou, Conté, Ibou Cissé. Créé en 1982, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles, INEFJA, est un établissement mixte laïque dont le régime est l'internat. Cet institut de formation des non-voyants croule depuis quelques années sous le poids d'énormes difficultés. C'est vrai qu'il y a des difficultés parce que c'est vrai qu'on se débrouille avec les moyens du bord, mais jusque-là, qu'il y en reste et nous n'arrêtons pas de solliciter les autorités pour qu'ils nous prêtent main forte. Mais depuis lors, il y a un reste, et nous demandons à tout le monde d'y mettre la main pour que ça s'avance, exactement. Et là, il y a les œuvres au programme qui nous manquent et vous savez, on ne peut pas apprendre sans œuvre. Et là, on peut dire que c'est quasi impossible. Donc. Les conditions, on peut dire que c'est quand même un peu difficile. Parce que tu vois que l'enfant qui est voyant a besoin tout simplement de 500 francs. Par exemple, d'acheter une ardoise à 200 francs, un cahier à 200 francs et un bic à 100 francs. Alors que l'élève qui est ici à l'INEFJA, au moins il lui faut le prix d'un sac de riz. Parce que ne serait-ce que la tablette qui coûte 12 000 francs, plus les feuilles à 50 francs par feuille, tu vois que déjà c'est difficile. Alors que ce matériel même qu'il utilise n'est pas local. C'est un matériel qu'on ne trouve qu'en Europe. Généralement, c'est des dons qu'on reçoit. Même l'État Sénégal n'achète pas ça pour nous, quoi. Les enseignants de cette école, avec un statut un peu spécial, exhortent le ministère de l'Éducation à revoir leur situation. Les enseignants qui sont là travaillent dans des conditions très difficiles parce que nous avons déposé un décret qui est dans le circuit, un projet de décret depuis le 13 octobre 2010 qui alloue des élèves de situation aux enseignants spécialisés comme Talibou Dabo et Verbotonal. Nous, à l'INEFJA, on ne l'a pas. Et depuis 2010, on a introduit le projet de décret et on dit toujours c'est dans le circuit. Cette école forme des non-voyants jusqu'en classe de terminale. Ces derniers sont confrontés après l'obtention du baccalauréat à un problème d'orientation pour la continuité de leurs études supérieures. Une angoisse existentielle que nos enfants vivent. L'angoisse, c'est quoi? C'est la poursuite de leurs études après le bac. C'est un problème parce qu'en réalité, nous savons que le Sénégal n'est pas suffisamment outillé pour la prise en charge de ces jeunes-là, aussitôt après l'obtention du bac. Leurs aînés, qui parfois n'étaient pas en nombre, en tout cas aussi important, parvenaient quand même à se faire inscrire dans les universités occidentales, donc des universités européennes. Et pratiquement, pour aujourd'hui, au mois où je vous parle, la seule issue qui s'offre à eux, c'est qu'on puisse leur trouver des prescriptions dans les universités occidentales, n'ayant pas la possibilité de les faire inscrire ici au Sénégal. Il se pourrait peut-être à terme, et je sais que les gens y réfléchissent et y pensent, qu'on puisse quand même créer les conditions pour leur prise en charge ici, comme tous les autres jeunes Sénégalais. La seule école de non-voyants au Sénégal, l'INEFJA accueille plus d'une centaine d'enfants. Pris en charge par l'État, l'Institut peine néanmoins à joindre les deux bouts. Bravo à ces potaches. Un tour cette fois-ci du côté du village des pêcheurs saisonniers. Tout ou presque manque dans ce coin. Eau, électricité, case de santé, une précarité vécue par 300 âmes qui vivent et travaillent à la périphérie de Poton. Plus de détails avec Dissa Prera Ibou Diouf.
Au loin, la mer des pirogues alignées est tout juste à côté, un petit hameau de saisonniers. Les pêcheurs de Guet Ndar y ont élu domicile depuis plus de 15 ans. Parce que nous avons choisi de vivre à Potou à cause des tracasseries que nous avions avec les gardes-côtes mauritaniens. À la poursuite du poisson, les Guet-Ndariens ont débarqué sur la côte de Potou, poussés par la houle. Ils y ont construit des abris provisoires qui ont fini par s'éterniser. Fii dafa am 6 mois waaye dund fi moom neexul moom gënal amu ñàkk pexe tax moo waroon ñëw fi. Nous sommes venus travailler ici, mais nous n'avons pas d'électricité. Au crépuscule, les enfants ne sortent plus. L'eau potable est aussi un véritable problème. Les enfants souffrent de diarrhée en la consommant. Pour nos besoins naturels, nous allons dans la forêt car il n'y a pas de toilettes ici. Eau, électricité, santé, éclairage, le village manque de tout. Il y a eu 2 incendies ces dernières années. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort d'homme. Si pendant la nuit, un enfant tombe malade, nous avons des problèmes pour l'acheminer à l'hôpital. Vous savez, un village de 300 personnes, il doit y avoir la sécurité. Centre de pêche secondaire par rapport à l'Ompoulet à Saint-Louis, Potou débarque néanmoins des centaines de tonnes de poissons par semaine. Mais les pêcheurs guet-ndariens sont encore très loin des objectifs pour lesquels ce tableau est implanté. L'on s'intéresse à la vente de ferraille à Ziguinchor, un business qui monte en puissance. Cependant, les forgerons déplorent le manque d'aluminium. Une correspondance de Bakary Conté, on me fait signe que l'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. Célébration anniversaire de la RTS, 40 ans de télévision, mais aussi 70 ans de radio. L'amicale des jeunes de la RTS ont tout simplement ont battu le rappel des troupes d'anciens et jeunes ont communié. Le public s'est rappelé du bon vieux temps, nous dit Adiatala. Les jeunes de la RTS immortalisent et ressuscitent les défunts agents. Ils rendent hommage aux anciens et encouragent la jeune génération. Nostalgiques de la rigueur et du sérieux dans le travail, les retraités du Triangle Sud attirent l'attention de leurs cadets sur le credo de la RTS. Oui, la qualité de production a changé un peu. Le traitement de l'information parfois laisse à désirer, c'est l'actualité qui est comme ça. Chacun traite ses trucs suivant ses sensibilités. Mais avec la multiplicité des médias, on a vite fait de faire la synthèse des vrais problèmes qu'on cache. Parce que le journaliste, en fait, il cherche à sortir ce qu'on cache. On était plus exigeants. La radio, avec ses 70 ans et 40 ans d'existence pour la télé, ont été les passages obligés de personnalités et autres dignitaires. Certains ont gardé des anecdotes. La première fois que Maguette Wade m'a demandé de faire l'émission Télé-Variété, c'était à l'époque avec le regretté Cheikh Mbacké Guissé, qui était très ancré dans la maison. Et donc ils m'ont mis devant un rideau bleu. Donc ils m'ont filmé et le lendemain ils m'ont appelé, ils m'ont dit viens voir. Et je pense que tout le monde se souvient de Tabaski. Et après ils ont fait le montage comme si j'étais dans les rues de Dakar. Et même moi j'étais impressionné. La deuxième, des rumeurs avaient annoncé ma mort, l'assassinat par quelqu'un de très célèbre. Et il y avait tellement de bruit que mes parents m'avaient demandé de venir à la télévision et de donner l'heure du début du journal télévisé. Et ça a été fait d'une manière avec beaucoup d'émotion, mais j'ai donné l'heure quand même. Et ça montrait, dès le lendemain, il n'y avait plus de rumeurs, tout le monde disait que Youssou N'Dour était en vie. L'anniversaire de la RTS, célébré durant tout le week-end, a été un moment de communion et d'échange. Les agents ont mis les petits plats dans les grands, rehaussés par la présence des autorités et d'un public. La direction de la RTS se réjouit de l'initiative de ces jeunes, de l'amicale de ces jeunes de l'entreprise. Elle souhaite d'ailleurs la pérennisation de l'acte. Écoutons à ce propos Mamadou Djegen, DRH de la RTS, au micro d'Adiatala et d'Ababakar Kamara. C'est les mémoires vivantes de cette maison qui étaient donc présentes cet après-midi et en cette début de soirée
pour, en famille, leur rendre un grand hommage, parce que c'est rendre hommage aux bâtisseurs, les fondateurs de cette maison. Que ce soit la radio il y a 70 ans, comme la télévision, c'est une très belle fête de famille organisée par le directeur général Babacar Diagne et qui a aidé et soutenu l'association des jeunes de la RTS pour réussir cette très très belle fête de famille finalement. Et puis, exposition d'œuvres d'art, l'artiste Abdoul Aziz Khan célèbre lui-même la rencontre des couleurs, 14 couleurs pour parler de lignes, de formes et de courbes. L'objectif visé par l'artiste est d'exprimer un rapport singulier avec la matière, nous dit Ibou Diouf. Quand il s'agit de la peinture et de l'enseignement de cette discipline, Abdoul Aziz Khan parle de passion, et pour tout matérialiser des toiles avec beaucoup de couleurs vives après les performances, une exposition. Donc je travaille avec des formes où l'on sent la présence forte de l'eau. L'eau est un élément vital. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de peinture. Abdoul Aziz Khan fait le lien entre les différentes fresques, les forces étant ici inscrites dans une logique de dialogue. Je travaille sur les formes, parce que les couleurs, les formes perçues sur mes tableaux sont d'un pouvoir émotif aussi fort, aussi intense que les formes directement inspirées du milieu extérieur. Les titres des œuvres sont évocateurs, une volonté de faire jaillir une certaine vérité à partir du travail sur la matière. Dans ma peinture, plus je m'éloigne des formes apparentes, plus quand je parle de formes apparentes, c'est des formes qui sont inspirées de l'extérieur, plus je m'écarte des formes extérieures, plus mon imagination est à l'aise. Constituée dans diverses variantes du vert, du bleu, du jaune, des couleurs qui témoignent de mouvements forts, qui porte aussi sur l'essence de l'éducation artistique. Sur quels critères se base-t-on pour apprécier une œuvre d'art? Le problème se pose. Donc c'est en fonction de ce qu'on appelle la sensibilité, donc ce qu'on appelle la nécessité intérieure. Tout un chacun d'entre nous dort un entendement, une certaine compréhension. 14 tableaux célébrant une rencontre de couleurs, de lignes, de formes et de courbes pour dire et exprimer un rapport singulier à la matière. À présent, l'actualité sportive, c'est avec vous, Pape Abdoulaye Der. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou Niang. Évidemment, on va revenir sur ce match du Sénégal. Le Sénégal qui bat le Libéria par 3 buts à 1. Ah, qu'est-ce qui m'arrive là, Ndeye Fatou? 3 buts à 1 au stade Léopold Sédar Senghor hier. Donc, un match qui comptait pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 Poule J. Victoire satisfaisante, donc, même si cela n'a pas été très facile pour Joseph Koto, l'entraîneur national des Lions du Sénégal. Très satisfait. Parce que comme je vous l'ai dit, les matchs, on les prend un par un. Gagner, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce qu'après un match, on demande toujours qui a gagné. Le Sénégal a gagné, bravo. Maintenant, sur le plan du jeu, c'est normal. C'est des jeunes joueurs qui arrivent. Il est vrai que c'est des professionnels, mais ils ont manqué de métier, d'expérience. Vous avez vu quand on a amené Dame Doy, qui avait plus d'expérience, il a beaucoup apporté à l'équipe. Bon, il y a d'autres anciens joueurs qui sont là, tels que les Souleymane Camara et tout, qui sont sur le banc encore, parce qu'il a joué une saison très difficile. Donc, il faut ménager ces joueurs-là pour enfin, après, pouvoir mettre une équipe vraiment opérationnelle. Mais je pense que c'est pas trop mal, quoi. Alors, dans cette poule J, un autre match qui intéressait les Lions du Sénégal, Angola-Ouganda, eh bien, ces deux équipes ont fait match nul, un partout ce dimanche. Du coup, le Sénégal est leader de ce groupe avec 3 points plus 2. L'Angola et l'Ouganda, deuxième ex-aequo avec 1 point. Le Libéria occupe la dernière place avec 0 pointé. D'autres résultats enregistrés lors de cette première journée. Résultat nul pour Niger, Gabon et Togo-Libye. Le Nigeria
qui bat chichement la Namibie 1-0. 1-0 également pour le Bénin devant le Mali. L'Afrique du Sud a été tenue en échec à domicile par l'Éthiopie 1-1. Le Zimbabwe qui perd à domicile devant le Sili national de Guinée 1-0. Soudan 2, Zambie 0. Les Chipolopolo, champions d'Afrique en titre qui tombent d'entrée dans ces éliminatoires. La Côte d'Ivoire qui tient son rang 2-0 devant la Tanzanie. La Gambie et le Maroc qui font match nul 1-1. Tunisie 3, Guinée équatoriale 1. Burkina Congo, score nul et vierge. L'Égypte a battu le Mozambique par 2-0. Le Ghana qui écrase le Lesotho 7-0. Prochaine journée, le week-end prochain, avec notamment pour le Sénégal, un déplacement à Kampala face à l'Ouganda. Nous reviendrons plus largement sur cette première journée des éliminatoires dans nos magazines sportifs. Le basket avec le Duc qui s'adjuge la Coupe Arc-en-Ciel devant le Jaraaf ce dimanche au Stadium Marius Ndiaye. Nous y reviendrons là également avec nos reporters Hamza Diallo et Abdoul Aziz Ndiaye. À présent, la lutte avec frappe avec Tchèque de l'école de lutte Pape Diop Boston de Pikine. Tchèque qui a terrassé Souley Dop du Sine Saloum au stade Demba Diop ce dimanche. Un combat organisé par Gaston Productions, le même promoteur qui a proposé Balla Diouf Modou Anta de Thiès. Eh bien, c'est le Thiessois qui est sorti vainqueur. Traversée du désert, la traversée du désert qui continue donc pour le lutteur de face, Balla Diouf. Tout cela c'est promis, nous allons développer ces informations sportives dans les magazines avec le lundi Planète Sport et puis vous aurez mercredi Parlons Foot avec Marm Fatou Ndoye, entre-temps Rofo de El Hadj Ngagne Diagne. Voilà, c'était tout. Merci à vous, Pape Abdoulaye Der. Mesdames, Messieurs, avant de recevoir notre invité, le journaliste français de RFI, Juan Gomez, le portrait de ce soir, l'on s'intéresse à Pape Diop. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il ne se passe pas un jour, depuis quelque temps, sans que son nom ne soit relayé par les médias nationaux. De son divorce d'avec Abdoulaye Wade jusqu'à son audition en passant par la mise sur pied du bloc Bok Gis Gis, le président du Sénat ne cesse de défrayer la chronique. Qui est cet homme? La réponse est dans ce portrait dressé ici par Iboukan. Il est sans conteste l'homme qui aura le plus marqué l'actualité ces derniers jours. Le 29 mai déjà, Pape Diop faisait la une des journaux dans l'affaire qu'il convient d'appeler usurpation d'identité. La révélation du double identité présumée du président du Sénat venait de son ex-mentor au cours de sa première sortie post-électorale. Abdoulaye Wade aura même menacé d'entamer des poursuites judiciaires pour invalider l'inscription de Pape Diop sur la liste des législatives. L'actuel président du Sénat aura également été la vedette de l'actualité suite à sa convocation jeudi dernier à la section de recherche de la gendarmerie dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite. Pape Diop aura beaucoup fait parler de lui depuis la cuisante défaite du PDS au soir de la présidentielle du 25 mars. D'abord, il tourne le dos à Maître Wade avant de mettre sur pied avec d'autres pontes du PDS la liste Bok Gis Gis en direction des législatives du 1er juillet. Aux yeux de ses partisans, son divorce avec l'ex-président de la République serait à l'origine, disent-ils, de cet acharnement sur la personne de l'ex-maire de Dakar. Pour rappel, ce natif de Dakar, aujourd'hui 58 ans, aura cheminé plus de 30 ans avec le Parti démocratique sénégalais avant de tourner le dos à Maître Wade. Il a eu à occuper des postes de responsabilité dans ce pays, d'abord maire de Dakar de 2002 à 2009, ensuite président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Aujourd'hui, il est l'actuel président du Sénat, un poste qu'il occupe depuis le 3 octobre 2007. Voilà, avec plaisir, nous recevons sur ce plateau notre confrère Juan Gomez de RFI. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le présentateur vedette de Radio France Internationale. Votre émission appelle sur l'actualité tous les matins sur RFI. Donc, bienvenue au Sénégal. Merci. Avec toute l'équipe de RFI. Mais peut-on savoir les raisons de cette visite dans la capitale sénégalaise? Alors, toute l'équipe d'RFI, on est effectivement déjà à 3 émissions à venir ici à Dakar cette semaine pour enregistrer des émissions en public. Il y aura Claire Hédon qui présente Priorité Santé, Alain Foka
pour Archives d'Afrique et le débat africain. Donc tous les trois, on sera sur l'esplanade de l'UCAD durant 2 jours, mercredi et jeudi prochain, pour l'enregistrement d'émissions en public. On va s'installer les après-midi pour évidemment rencontrer nos auditeurs, puisqu'on a rarement cette chance de pouvoir se frotter à eux, être avec eux, les rencontrer, débattre avec eux. Et donc nous aurons évidemment des invités et le public, j'espère, qui sera nombreux à l'UCAD, donc mercredi et jeudi à partir de 15h. Et a-t-il une autre raison pour le choix de Dakar? Alors le choix de Dakar, il y a en parallèle de ces émissions un séminaire. Tous les 2 ans, RFI organise un séminaire avec tous ses correspondants africains ici. Donc c'est l'occasion de les réunir, de les avoir ensemble durant une semaine, de travailler ensemble, de réfléchir à comment améliorer aussi les façons de travailler sur le terrain, à échanger les façons de travailler d'un pays à l'autre. Donc voilà, on est à Dakar pour ce séminaire et parallèlement aussi pour faire ces enregistrements. Alors et rencontrer notre public. Juan, on connaît la présence de RFI très regardante sur l'actualité africaine. Comment avez-vous suivi la présidentielle au Sénégal? Concernant déjà mon émission, c'est vrai que régulièrement nous avons donné la parole aux auditeurs pour qu'ils s'expriment sur les nombreux rebondissements de la campagne électorale, puis sur le déroulement du premier tour, puis la campagne de l'entre-deux tours et le second tour que vous connaissez. Donc voilà, les auditeurs, on les a sentis très très réactifs. Bien sûr, les Sénégalais étaient très demandeurs de ce débat radio et interactif, mais on a bien vu que la présidentielle était suivie par l'ensemble de notre auditoire, aussi bien par la diaspora à travers le monde, diaspora sénégalaise, mais aussi par toute la sous-région. C'était une échéance électorale extrêmement importante et c'est vrai qu'au final, tout le monde n'a fait que saluer finalement le bon déroulé de ces élections et on a bien vu que c'était un moment important pour nos auditeurs africains. Et puis ensuite, il y a eu évidemment tout le dispositif RFI mis en place pour permettre justement à tous nos auditeurs de vivre cette élection, premier tour, deuxième tour, avec des émissions spéciales, des envoyés spéciaux, notre correspondant permanent ici qui a fait un travail formidable. Donc voilà, ça fait partie des moments forts de l'année 2012. Absolument. On l'a suivi ensemble. Là, on va parler de Juan Gomez. Juan, avec son émission, l'appel tout simplement. Je suis tentée de vous demander comment arrivez-vous à cette cohérence dans les débats? Il y a un tri derrière que vous faites? Oui, on est obligé. Ça, moi, je m'en cache pas. Il y a dans forcément, les appels? Dans les appels, forcément. C'est-à-dire que vous avez 100, 200, 300 personnes qui appellent. Forcément, vous ne pouvez pas passer 300 personnes en 20 minutes ou en 30 minutes de débat. Donc ce qui se passe, c'est que les gens nous appellent, on prend leurs coordonnées, on les rappelle dans les minutes qui suivent. Quand je dis on, c'est une équipe qui prend le temps de discuter rapidement avec les auditeurs pour savoir quel est leur point de vue, comment ils s'expriment, est-ce qu'ils arrivent rapidement à prendre une idée et à la développer, ce qui nous permet, nous, évidemment, d'alterner les points de vue, parce qu'on peut nous reprocher ensuite de dire on a pris les 10 premiers auditeurs, voilà, mais si les 10 premiers vont dans le même sens, il n'y a plus de débat, puisque tout va dans le même sens, et ensuite on peut nous accuser, évidemment, à juste titre, si on ne le fait pas, d'être partie prenante, voyez. Donc ça nous permet, voilà, d'organiser l'émission et on est obligé de le faire en coulisses. Sinon, il y a plein de gens qui appellent juste pour dire bonjour, juste pour saluer la tata ou la maman. Ça n'a aucun intérêt, évidemment, dans ce genre d'émission. Donc effectivement, en amont, il y a un travail qui est fait. Et on voit Juan également, des fois très strict, qui coupe parfois, c'est des frustrations. Vous vous rappelez une petite anecdote, oui, mais quand je coupe, non, mais quand je coupe, c'est pas parce que il ne faut pas le percevoir comme une censure. C'est simplement un auditeur qui, par exemple, qui répète pour la 3e fois la même idée. Bon, je pense qu'on a compris. Il y a tellement de gens qui souhaitent s'exprimer. C'est vrai que le temps qu'on nous accorde est court, mais c'est déjà pas mal, 20 minutes de débat tous les jours. Mais c'est vrai que c'est court, donc on essaye je suis obligé un peu de gagner du temps, 3 secondes par-ci, 3 secondes par-là. C'est frustrant, évidemment, pour l'auditeur, mais pour moi aussi, c'est frustrant tous les jours. Quand je termine, je me dis, ça y est, on a terminé, on a à peine commencé qu'on termine déjà l'émission. Tout un flux de stress? Oh non, pas de stress, mais bon, c'est vrai que j'essaye d'être un peu exigeant parce que je suis un peu l'arbitre. Donc l'arbitre, il est là pour imposer les règles et pour que les règles soient respectées. Donc on demande aux gens, voilà, exprimez-vous librement, mais essayez de le faire de façon courte, concise, précise, pour permettre à d'autres auditeurs de pouvoir ensuite prendre la parole. Donc voilà, j'ai parfois le mauvais rôle, le rôle de devoir couper un peu brusquement les auditeurs. Alors, on est un peu pris par le temps, mais on est tenté de vous demander, dans l'avenir, est-ce qu'on pourrait voir Juan présenté à la télévision? Bah oui, moi j'ai déjà fait un peu de télévision en France il y a très très longtemps, mais oui, ça me plairait évidemment. C'est un média extraordinaire, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, vous
en fait régulièrement tous les soirs. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important. Et oui, moi j'ai envie. Ça nous rapproche encore un peu plus aussi des auditeurs, puisque enfin ils vous voient. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose de voir ou pas les animateurs radio, mais en tout cas voilà, ça nous rapproche un peu plus des auditeurs et je trouve ça important. Juan Gomez, en tout cas, merci et bonne fête des mères. Vous êtes à Dakar. J'ai appelé ma maman pour lui souhaiter la bonne fête. Ah ben oui, c'est le coup de fil. Appel sur l'actualité, donc, c'est l'émission de Juan Gomez sur la Radio France Internationale. Merci en tout cas d'être passé sur TFM. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur TFM.